Bonjour à tous, je vous propose cette 5e rencontre dans le cadre de ce bloc de cours que j'ai intitulé « Initiation à l'analyse numérique » qui se veut sommaire et modeste, mais pour autant au sein de laquelle nous abordons différentes thématiques suffisamment en profondeur pour vous permettre d'aborder par la suite ce cours d'analyse numérique des équations aux dérivées partielles que j'ai déjà ouvert par ailleurs, comme vous le savez. Alors, nous avions vu lors de notre dernière rencontre le théorème qui permet d'évaluer, puisqu'on ne peut que estimer l'erreur d'interpolation dans le cadre de l'interpolation de Lagrange, mais c'est le cas dans toutes les problématiques d'interpolation. Nous avions aussi évoqué l'interpolation d'Hermite, mais en tout cas, nous avions évoqué et démontré le théorème d'interpolation de Lagrange, dans le cadre de ce théorème, on avait mis en évidence une majoration de l'erreur d'interpolation, et pas plus qu'une majoration. Alors, dans le cadre de cette majoration, rappelez-vous, il y a un certain nombre de paramètres, de grandeurs, qui restent suffisamment encore indéterminés pour peut-être essayer de minimiser cette majoration afin de contrôler au mieux l'erreur d'interpolation qui est, je vous rappelle, inférieure ou égale à cette majoration, à cette quantité. Pour rappel, et c'est ce qui va nous motiver, comme vous le voyez déjà écrit au tableau, l'introduction et l'étude des polynômes de Chebyshev pour justement préciser et minimiser cette majoration de l'erreur. Alors, le cadre, motivation donc de cette histoire des polynômes, motivation, donc le cadre de notre dernière séance, avec des notations très similaires, ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle qu'on avait obtenu que f de x moins p de x, eh bien, c'était égal à pi de x. Alors, sur factoriel n plus 1, vous allez comprendre pourquoi je mets plutôt n à la place de k, c'est vraiment que de la décoration florale. F dérivé d'ordre n plus 1 en un point xi x. Et puis, ce xi x, on va dire, donc ça c'est pour n'importe quel x appartenant à AB, hein. Ça c'est l'erreur d'interpolation pour n'importe quel x appartenant à AB. Le xi x, rappelez-vous, appartenait à l'intervalle que j'avais noté alpha x, bêta x, avec, alors je dois préciser deux choses juste pour que vous ayez parfaitement en tête ce résultat, avec alpha x, le minimum des x0, xn, c'était xk la semaine dernière, et puis x, et bêta x, le maximum de ces mêmes n plus 2 valeurs, maximum de x0 à xn, puis x. Et enfin, il me faut préciser, ou rappeler plutôt, donc ça c'est le premier point, et le deuxième point, ce que représente pi de x. Alors pi de x, c'est le produit dx moins xi, pour i allant de 0 à petit n. Donc on avait n k plus 1 la semaine dernière, n plus 1 point d'interpolation, ce qui veut dire qu'on a f de xi pour ce polynôme d'interpolation qui passe donc aux valeurs, p de xi passe aux valeurs f de xi, supposées connues, et ça pour i égale 0 à n. Et puis enfin, dernier rappel, eh bien, le polynôme P appartient à l'espace des polynômes Pn, l'ensemble ou l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n, donc déterminé par n plus 1 ou n plus 1 pardon, coefficients. Ces n plus 1 coefficients eh bien, sont déterminés par la réalisation de ces n plus 1 conditions, les conditions de passage d'interpolation, c'est le cas de le dire, de ce polynôme pour la fonction petit f. Voilà, là j'ai tout rappelé, j'ai mis exactement les éléments du théorème de la semaine dernière. Évidemment, vous voyez qu'il est presque obligatoire de dire que la dérivée de n plus unième de f existe, et même on va supposer qu'elle est continue. Alors, de ce résultat-là, si... avant de dire ceci, pardon, avant de dire cela même, vous voyez bien que cette quantité est inconnue, d'une part parce que le xi x, on ne sait pas exactement où il se trouve, et d'autre part, il faut quand même avoir les reins bien solides pour pouvoir être en mesure de connaître la dérivée n plus unième, hein. Vous imaginez pas avoir disposé en général de 3, 4, 5, 10 points, mais d'une centaine de points. Donc connaître la dérivée centième ou 101e d'une fonction, c'est quand même pas une mince affaire. Pour autant, il est quand même utile de dire que si on note, eh bien, mn plus 1
le sup de valeur absolue de la dérivée n plus unième en question sur l'intervalle AB. Alors, l'erreur qui est là conduit à ce que, quel que soit x appartenant à AB, eh bien, vous voyez ce que l'on va avoir. On va avoir valeur absolue de f de x moins p de x inférieur ou égal à, eh bien, valeur absolue de pi de x sur factoriel n plus 1, mn plus 1. Une autre manière d'écrire pour se libérer, en tout cas tout au moins déjà, de ce point xi x. Mais franchement, dans la plupart des applications, le mn plus 1, vous ne le connaissez pas véritablement. Rappelez-vous le propos de la semaine dernière qui consistait à dire que cette quantité-là se trouve entre 0 et quelque chose de pas très clair, quoi. Alors, on y reviendra d'ailleurs, parce que c'est fondamental dans toutes les théories d'approximation et donc d'estimation d'erreur, ici erreur d'interpolation. Alors vous voyez quand même qu'il nous reste ici des degrés de liberté, c'est-à-dire les points xi qui constituent le polynôme pi de x. Hein. On peut se poser la question, existe-t-il un jeu de points, un jeu de nœuds d'interpolation xi allant de 0, i allant de 0 à n, qui minimise le sup, parce que ça aussi on peut le majorer, pour x compris entre a et b, de la valeur absolue de pi de x. Hein? Parce que, si vous voulez, dans ce cas-là, finalement, c'est-à-dire ce qu'on va noter avec des notations bien connues de vos soins, de la part de vos soins, hein, c'est ce qu'on appelle la norme infinie, ou la norme L infinie, ou la norme C0 aussi, tout dépend encore une fois, mais enfin vous avez compris. Et donc du coup, on va avoir que l'estimation d'erreur qui est là va donner norme, alors là ici, puisque f de x moins p de x en valeur absolue est inférieur ou égal à un nombre, maintenant j'ai majoré ça, si vous voulez, hein, je peux l'écrire, norme d'oméga infini mn plus 1 sur factoriel n plus 1, eh bien, on va avoir que la norme de f moins p infini sera inférieure justement à, donc je vais l'écrire un peu à l'envers, si vous voulez, mn plus 1 sur, c'est juste de la cosmétique, mais ça valorise ce qui nous reste envie de dire, à contrôler, hein, si vous voulez, j'ai envie de parler de contrôle, c'est-à-dire de minimiser, hein, à minimiser par le choix des xi. C'est ça le propos. Eh bien, cette minimisation, on va montrer qu'elle a lieu, elle a effectivement lieu grâce au polynôme de Tchebychev, en quelque sorte, grâce plus précisément aux racines des polynômes de Tchebychev. Donc vous voyez l'idée qui est là, et donc c'est ça que l'on va aujourd'hui regarder dans le cadre de cette intervention, si je puis dire. Alors, les polynômes de Tchebychev, d'une manière générale, il va falloir en connaître un certain nombre de propriétés. Bien sûr, je vais d'abord les définir, puis ensuite les propriétés immédiates, et puis d'autres moins immédiates, mais vous allez voir que, évidemment, vous pourriez, dans la littérature, trouver des choses un peu plus élaborées encore que ce que je vais vous proposer. Mais, encore une fois, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir répondre à cette question que je suis en train d'effacer pour disposer de la place nécessaire à cette exploration, j'ai envie de dire, touristique dans l'espace des polynômes de Tchebychev. Alors, voilà, on y est presque. On y est. Alors, définition et première propriété, mais je vais marquer définition si vous voulez. Alors, la définition est quand même particulièrement étonnante. Alors, sur notre analyse ici, on était sur l'intervalle AB, on va définir les polynômes de Tchebychev dans un premier temps dans l'intervalle moins 1 plus 1, et puis on verra tout à l'heure comment passer de l'intervalle moins 1 plus 1 à l'intervalle AB,
qui est celui qui nous concerne en quelque sorte d'une manière assez générale. Eh bien, quel que soit x appartenant à moins 1 plus 1, et quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, on appelle le polynôme de Tchebychev Tn de x, ni plus ni moins cosinus de n θ, avec θ défini par x égale cosinus θ, c'est-à-dire avec un θ qui est dans l'intervalle 0π. Et donc, si θ est dans l'intervalle 0π, donc pour x compris entre moins 1 et 1, la fonction cosinus est une fonction décroissante monotone stricte. Et donc, on peut réécrire dans ce cas-là Tn de x égale cosinus de n arc cosinus, la fonction réciproque, puisque si x égale cos θ, θ égale arc cosinus x, cosinus de n arc cosinus x. Hein, je fais juste un petit rappel que je viens d'évoquer. Si vous prenez x, non, ça va être θ, entre 0 et pi, donc là, pi sur 2 et pi, donc le cosinus qui nous intéresse part de 1 et arrive en moins 1 en θ égale pi. Autrement dit, sur cet intervalle-là, il y a stricte monotonie décroissante de la fonction cosinus θ. Et donc, par un théorème classique d'analyse, elle admet une fonction réciproque, notée arc cosinus. Alors, certains vont commencer à dire, mais non, c'est pas arc cos x, c'est avec un petit a, un grand A, on s'en fiche comme de l'an 40. On pourrait d'ailleurs écrire cos moins 1 de x, point la ligne. Voilà, alors en général, on l'écrit comme ça. C'est donc toute l'histoire. Donc, vous voyez que ça c'est la définition, hein, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, on peut regarder tout de suite, hein, par exemple, alors, soit on peut regarder et un peu maintenant explorer cette définition, soit on regarde cette écriture-là, soit on peut grâce au changement de variable qui se trouve ici, x égale cos θ, eh bien, utiliser la première définition que l'on trouve aussi dans les ouvrages. Mais enfin bon, l'une et l'autre sont évidemment identiques, c'est une question de jeu d'écriture en x et où x et θ. Alors, par exemple, hein, allons-y, exemple, pour comprendre, parce que vous comprenez, c'est le cas de le dire, pour comprendre, vous comprenez que sous cette forme-là, j'ai parlé de polynôme de Tchebychev. Bien malin sera celui qui pourra voir tout de suite de manière immédiate des polynômes. Donc le mieux c'est de voir T0 de x. T0 de x c'est cos 0, donc ça fait 1. Ouais, ça marche, c'est bien un polynôme. T1 de x. T1 de x, c'est cosinus θ. On pourrait l'écrire ici cos de arc cos x, mais cos de arc cos x, c'est faire l'aller-retour grâce à la fonction et sa fonction réciproque, donc c'est x. Ou alors c'est cosinus une fois θ, c'est-à-dire cos θ, c'est-à-dire x. Donc c'est encore bien un polynôme. Allez, pour la route, T2 de x. T2 de x, c'est cosinus. Alors, si je le prends là, cosinus de 2 fois arc cos x, moyen hein, pour voir le polynôme. Par contre, là, j'ai un cosinus de θ. Cosinus de θ, c'est cos carré θ moins sin carré θ. Et sin carré θ, c'est 1 moins cos carré θ. Donc c'est cos carré θ moins 1 moins cos carré. Donc ça fait 2 cos carré θ moins 1. Donc on obtient, puisque x c'est cos θ, on obtient donc 2x2 moins 1. Bingo, c'est encore un polynôme. Alors, vous allez me dire, vous allez aller comme ça jusqu'où avec n? On va s'arrêter là, mais par contre, on peut, fort de cette expérience, voir que T2 de x, observation, y a-t-il une relation entre T0, T1, T2? Alors ici, il y a un moins 1, c'est T0 de x, mais ici, il y a un 2x2 qui n'apparaît pas dans T1 de x. Alors on va dire que c'est T2 de x, c'est 2 fois... Pour faire apparaître T1 de x, donc je prends un x, il me reste 2x, T1 de x,
moins 1, c'est-à-dire moins T0. Ça, c'est de l'observation. Comme souvent, en mathématiques, on a besoin beaucoup d'observation. C'est une observation. Et donc, question, a-t-on Tn plus 1 de x sous cette forme? Est-ce que ça serait égal à 2 fois Tn de x moins Tn moins 1 de x? C'est un peu ça l'idée, bâtie sur l'expérience de l'initiation de cette récurrence. Autrement dit, est-ce que l'on a, ou autrement dit, donc si on suppose que ça c'est vrai, a-t-on, donc on suppose vrai, ça c'est l'hypothèse de récurrence du coup, hypothèse de récurrence, Tn plus 2 de x, est-ce que c'est 2x Tn plus 1 de x moins Tn de x, c'est ça la question. Donc a-t-on, je vais l'écrire, a-t-on, comme je viens de le dire, Tn plus 2 de x égale 2x Tn plus 1 de x moins Tn plus 1 de x moins Tn de x. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire Tn plus 2 de x. Tn plus 2 de x, c'est un cosinus de n plus 2 de θ. Donc, c'est un cosinus de n plus 2 de θ. Est-ce que c'est égal à 2x, donc 2 cos θ, fois Tn plus 1 de x cosinus n plus 1 θ, moins Tn de x cosinus n θ. Ou encore, j'ai dit a-t-on, donc point d'interrogation, vous avez compris, a-t-on, hop, donc tout ça c'est de l'équivalence dans l'interrogation, a-t-on 2 cos θ, cosinus n plus 1 θ, égale finalement cosinus n plus 2 θ, plus cosinus n θ, c'est un peu ça la question. 2 cos θ cosinus n plus 1 θ moins cos θ. Donc, c'est bien la question. Alors là, donc vous voyez qu'on a besoin de mettre en relation finalement des 4 cosinus associés à 4 angles, θ, n plus 1 θ, n plus 2 θ. Et donc pour ça, un peu de trigonométrie. Alors c'est toujours un grand moment de rappeler ces formules de lignes trigonométriques. Juste pour ceux qui parmi vous n'en ont pas encore pris conscience, eh bien, je vous rappelle que toute la trigonométrie, vous pouvez la déduire de 3 formules. Donc, pour ceux qui se sont fait des maux de tête pendant des heures à retenir des dizaines de formules en trigonométrie, évidemment, c'est pratique lorsqu'on est dans des conditions de temps limitées d'avoir plus que 3 formules en tête. Mais pour autant, il nous faut cos carré θ plus sin carré θ égale 1, ça c'est bien. Et puis il nous faut cocos ici, si cocos, comme vous le connaissez. Donc je vais vous rappeler, cocos ici c'est cosinus A plus B, c'est bien cos A cos B, moins sin A sin B. Coco, si, d'accord. Et puis vous avez cos A moins B, c'est la même chose. C'est cos A, cos B, donc c'est toujours un cocos ici, simplement les signes sont opposés. Sin A, sin B. Donc ça c'est la deuxième formule qui m'en donne 2, gratuitement. Donc je vous ai dit cos carré plus sin carré égale 1, cocos ici, et puis si cocos ici, vous avez compris, c'est sin A plus B, sin A moins B, j'en ai pas besoin, donc je ne les écris pas. Pourquoi j'en ai pas besoin? Parce que là vous voyez que vous avez par somme, très simplement, donc, sans se souvenir comment ça marche, 2 cos A cos B. 2 cos A cos B, par somme, c'est cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Tiens. 2 cosinus truc mus, cosinus truc moche, égale la somme de 2 cosinus. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si A égale θ, et B égale
n plus 1 θ, n plus 1 θ. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 cosinus θ, cosinus n plus 1 θ, c'est bien ce dont on a besoin. Je vérifie, égal, d'après cette formule de trigonométrie, cosinus a plus b, bah, ça fait cosinus, je vais l'écrire tout de suite dans le bon ordre, c'est bien n plus 2 θ, n plus 1 θ plus θ plus 1, et a moins b. Alors a moins b ou b moins a, puisque le cosinus est une fonction paire. Donc cosinus n plus 1 θ moins θ, ça fait cosinus, ça fait plus cosinus n θ. Plus cosinus n θ. Je répète, je n'ai pas fait a moins b, parce que a moins b, ça m'aurait donné un nombre négatif, enfin ça m'aurait donné une quantité avec un signe moins. Donc j'ai fait b moins a, parce que cos a moins b ou cos b moins a, c'est pareil, comme vous le savez, vu que la fonction est paire. Autrement dit, cette relation est vraie, j'ai même pas besoin de la récurrence, quoi. Cette relation est vraie, j'ai même pas besoin d'utiliser la récurrence, quoi. Donc, quel que soit n, hein, on peut dire, on a donc, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, Tn, là je l'ai écrit au grand n plus 2, mais bon, on a donc Tn plus 1 de x égale 2x Tn de x moins Tn moins 1 de x, moins Tn moins 1 de x. Donc ça, c'est la relation de récurrence, et on se dit bien que, qui relie les polynômes de Tchebychev, et on se dit bien que si on a initialisé avec T0, T1, T2, T0, T1, donc T2 est un polynôme parce que T0 et T1 est un polynôme, donc évidemment, Tn plus 1 est un polynôme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est aussi simple. On va montrer par récurrence que grâce à ça, très simplement, Tn plus 1, ou Tn, comme vous voulez, est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Alors, je vais le faire tout de suite, hein, mais enfin, c'est complètement immédiat. T0, T1 est un polynôme, T2 est un polynôme. Je vais l'effacer, là, le 2x2 moins 1. Et donc, je vais supposer, si vous voulez, que Tn moins 1 et Tn sont deux polynômes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe pour Tn plus 1? Ça implique bien que Tn plus 1 est un polynôme. Alors, on peut même aller jusqu'au bout de degré, ici, n plus 1. Inférieur ou égal à n plus 1. Il pourrait y avoir des coefficients nuls, peut-être. On ne sait pas encore comment est structuré. Peut-être que le coefficient du terme de plus haut degré est nul. On va le voir dans un instant. Mais bon, T0, on va le voir tout de suite maintenant que c'est donc c'est forcément un polynôme, ça c'est immédiat. Parce que, je répète, je ne vais pas tout écrire parce qu'il y a des choses triviales. Vous allez voir qu'on va écrire des choses pas tellement triviales après. Donc le trivial, T0 et T1 sont deux polynômes. T0, T1, pardon, deux polynômes. T2 est un polynôme. Donc je suppose que Tn et Tn-1 sont des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1 inférieur ou égal à n, puisque par récurrence, T0 est un polynôme de degré 0, T1 est un polynôme de degré 1, et rappelez-vous, T2 est un polynôme de degré 2. Eh ben, si Tn-1 est un polynôme de degré n-1 et Tn est un polynôme de degré n, multiplié par x, ça donne Tn plus 1, un polynôme de degré inférieur ou égal à n plus 1. C'est assez immédiat, donc la relation de récurrence me dit Tn, d'une manière générale, est un polynôme de degré n, de degré, on va dire, inférieur ou égal à n. Peut-être que il y a des coefficients, encore une fois, qui s'annulent. Alors, on va voir tout de suite le coefficient du plus haut degré, du terme dominant, comme on dit, le coefficient de x puissance n, tout simplement. Alors, avant cela, quand même, à propos de ce polynôme de degré n, une petite remarque, puisqu'on fait de l'exploration, j'ai presque envie de dire touristique, pas sous les tropiques, mais sous les polynômes de Tchebychev. Alors, rappelez-vous, on a écrit que Tn de x, c'est cosinus n θ. Mais cosinus n θ, c'est la partie réelle de EIN θ, formule de l'air, comme vous vous en souvenez. Mais EIN θ, c'est partie réelle donc de EIθ à la puissance n. Alors, c'est-à-dire,
puisque je viens d'y faire allusion, hein, c'est donc la partie réelle de, de cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n. Alors là, vous avez a plus b à la puissance n, hein, binôme de Newton, c'est parti. C'est donc égal à la partie réelle de la somme pour k allant de 0 à n de ckn. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un... je vais l'écrire, alors vous savez qu'on écrit l'un des deux termes puissance k et l'autre à la puissance n moins k. Je vais choisir de mettre la puissance k, si vous voulez, ici. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc i sinus θ à la puissance k. Et puis donc cosinus θ à la puissance, je vais l'écrire comme ça pour que ça soit symétrique en esthétique, à la puissance n moins k. À la puissance n moins k. Alors, donc, on obtient du coup que Tn de x, pour l'instant, on est en θ. Oui, mais c'est pas bien méchant. C'est la partie réelle. Alors, la partie réelle, on va la faire sauter, justement, on va écrire carrément la partie réelle. Alors, la partie réelle, ça, c'est bien réel. Par contre, ici, c'est pas du tout réel lorsque k est impair. I2 égale moins 1, c'est bien. Donc, I4, tout I puissance 2p, et sera égal à moins 1 puissance p, grosso merdo. Hein? Par contre, quand k sera impair, c'est mort. Mais quand k sera impair, on aura un i qui sera en facteur, donc qui subsistera. Ça ne sera pas de la partie réelle de cette quantité-là. C'est la raison de cette somme. C'est la raison pour laquelle je vais dire que c'est la somme pour, on va dire, k allant de 0 à n, mais avec k égale 2p. De quoi? Eh bien, allons-y. Donc, de C de 2P dans N. Hein, vous vous rappelez ce que c'est de C de K dans N, hein, je pense que ça va. Hein, factoriel K, factoriel N moins K, factoriel K. Factoriel N, pardon. C'est factoriel N sur factoriel N moins K, factoriel K au dénominateur, le factoriel K. Je ferme la parenthèse. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un I puissance 2P. Alors, I puissance K, j'ai dit K égale 2P. Donc, I puissance 2P, c'est I puissance 2 puissance P. I puissance 2, I2, c'est moins 1. Donc, ça nous donne un moins 1 puissance P. Et puis, ici, on a un sinus θ puissance 2P. Mais sinus θ puissance... Alors, je vais l'écrire. Sinus carré 2P θ. Et puis, ici, on a un cosinus n moins 2P θ. Ah oui, mais comme, or, je vais l'écrire là, comme ça on gagne de la place. Or, θ appartient à 0 pi, on a dit. Donc, comme j'ai cos carré plus sin carré égale 1, eh bien, je vais pouvoir dire que sinus carré, donc θ, c'est 1 moins cosinus carré θ. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'utiliser la valeur de θ entre 0 et pi, je l'ai rappelé simplement. Et donc, vous voyez que ça va s'écrire sigma pour k allant de 0 à n, k égale 2p. Bon, on va l'écrire un peu, on va restructurer. Moins 1 puissance p, c'est de 2p n. Alors, cosinus θ, c'est x. Donc, ça me donne un x puissance n moins 2p. Et sinus carré, c'est 1 moins cos carré, c'est-à-dire x puissance p, cette fois-ci. N moins 2p, j'ai rien oublié, c'est bien. Donc, ici, on a un k, je vérifie. Donc, k égale 2p, sinus carré θ. Sinus 2p θ. Sinus 2p θ, c'est sinus carré, le tout à la puissance p, le voilà. Ok, alors vous voyez pourquoi j'ai fait tout ça. Alors là, ici, k égale 2p, on pourrait faire une dernière couche d'écriture. Je vais la faire ici, donc je vais écrire un tout petit peu plus petit, mais c'est pas grave. En fait, dire que k va de 0 à n quand k égale 2p, évidemment, ça dépend si n est pair
ou impair pour savoir jusqu'où vous allez. Donc en fait, c'est de P, hein, c'est P égale K sur 2 si vous voulez. Hein. Donc P va de K sur 2 qui démarre à 0, donc P va aller de 0 à, selon que n est pair et impair, donc c'est partie entière de n sur 2. Puisque P, c'est, donc ça c'est K égale 0 à K égale n, hein, si vous voulez, hein, je spécifie, si jamais vous aviez un doute, donc c'est à n sur 2. Si n est pair, c'est immédiat, et si n est impair, c'est bien la partie entière de n sur 2. Parce que quand n est pair, c'est pas la partie entière, c'est partie entière de n sur 2, c'est n, si n est pair, c'est le diviseur de n par 2, c'est-à-dire si n égale 2P', vous voyez, c'est partie entière de P', mais P' est entier. Voilà. Par contre, si n est impair, c'est 2P' plus 1, donc ça fait 2P' plus 1 divisé par 2, là c'est plus entier, d'où la partie entière. Alors, ça me permet d'écrire moins 1 puissance P, C de 2P dans n, x puissance n moins 2P, 1 moins x2 puissance p. Et donc là, en regardant le Tn de x sous cette forme, eh bien, on retrouve bien ce qui a été obtenu par la relation de récurrence. Donc si Tn de x, c'est cette quantité-là, eh bien, vous voyez bien que c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Quand p égale 0, vous voyez, vous avez un x puissance n, et p égale 0 là. Donc P égale 0, vous avez un 1 moins x2 puissance 0 poubelle, ça fait 1. Donc vous avez un x puissance n, et quand P va augmenter, le x puissance n va décroître, n moins quelque chose. Et pendant ce temps-là, le 1 moins x2 puissance P va grossir, puisque P va grossir. Mais quand P va grossir, donc la plus grande valeur de P, c'est grosso modo de l'ordre de n sur 2. Partie entière de n sur 2. On l'a dit tout à l'heure. Donc si c'est de l'ordre de n sur 2, c'est homogène à n sur 2, multiplié par 2, puisque c'est x2 puissance n sur 2, et bien donc on a encore à la puissance n de x. Mais enfin, vous avez l'habitude que lorsque p varie de 0, ici k varie de 0 à n, quand la puissance ici augmente, celle-ci diminue et vice-versa. Donc l'analyse initiale consiste à dire que quand p égale 0, vous avez x puissance n. Évidemment, quand p va grossir, le 1 moins x de puissance p va tendre, j'ai presque envie de dire, vers une puissance de n de x. Alors que celle-ci, eh bien, va ça ramener à x puissance 0, c'est-à-dire 1, l'équivalent de ce qui se passe au début du compteur. Voilà. Donc on a bien que Tn est un polynôme de degré n. Alors, deux propriétés maintenant à envisager avant de commencer à se rapprocher de cette propriété majeure des polynômes de Tchebychev par rapport à notre problématique d'interpolation. Parce que pour l'instant, pas trop de rapport, c'est un polynôme de degré n ou de degré n plus 1, rappelez-vous, nous on a notre pi de x et pi des x moins xi pour y allant de 0 à n. Donc on a un polynôme de degré n plus 1, Tn plus 1 est un polynôme de degré n plus 1, et pourquoi ça serait celui-là plutôt qu'un autre? Eh bien on va y arriver dans un instant. Alors, autre propriété préparatoire, on va montrer que le coefficient de x puissance n de Tn est égal à 2 puissance n moins 1. Alors, c'est-à-dire 2 points, hein, en notation, on écrit ça comme ça, on écrit que dom de Tn, c'est 2 puissance n moins 1. Pourquoi? Bah, écoutez, d'abord, on a toujours notre récurrence. On a deux choses. On a T0. Alors ça va être vrai, évidemment. Je l'ai écrit, mais ça va sans dire. Pour n supérieur ou égal à 1. Donc, si c'est vrai pour n supérieur ou égal à 1, le terme dominant de Tn, c'est-à-dire de x puissance n, c'est 2 puissance n moins 1. Eh bien, regardons. Premièrement, donc, il nous faut commencer avec T1. T1 de x, rappelez-vous, c'était x, une fois x.
Donc, le DOM de T1, c'est 1, d'après la définition du polynôme T1 de x, et c'est bien égal à 2 puissance 1 moins 1, qui fait 2 puissance 0, évidemment, donc 1. Donc, ça, c'est vrai pour T1. On peut regarder pour T2, si vous voulez. T2 de x. T2 de x était 2x2 moins 1. Donc, ça me dit ça, que DOM de T2, par définition de T2, c'est 2. Oui, mais or, 2, c'est bien égal à 2 puissance 2 moins 1. Puisqu'on veut 2 puissance n moins 1, c'est bien égal à 2 puissance 1. Donc, le début pour les deux polynômes T1 et T2, eh bien le coefficient du monôme de plus haut degré est bien égal, selon la formule, à 2 puissance n moins 1 appliqué dans ces deux cas de figure. Et donc, pour l'établir d'une manière générale, il suffit... Alors, on pourrait travailler au corps, ce que je suis en train d'effacer, que je vous avais proposé comme remarque par rapport au degré du polynôme, parce que si ça permet de voir que c'est un polynôme de degré n, eh bien, on pourrait exhiber le coefficient de xn de cette formule. C'est une possibilité. Mais c'est plus simple de passer par la récurrence, comme vous allez le voir. C'est immédiat, donc ce qui compte, c'est le résultat. Et en plus, l'efficacité de son obtention est tellement triviale que ça serait vraiment dommage de s'en priver. Alors, allons-y. Encore un petit peu de place pour pouvoir mettre en œuvre cette propriété des polynômes de Tchebychev. Alors maintenant, supposons que DOM de... Alors j'ai besoin de Tn égale 2 puissance n moins 1. Et évidemment, DOM, le terme dominant de Tn moins 1, c'est 2 puissance n moins 2. Oui, mais on a maintenant, or, Tn plus 1 de x, c'est 2x Tn de x moins Tn moins 1 de x. Oui, mais ça veut bien dire que le dominant de Tn plus 1, c'est le dominant de 2x Tn. Puisque là, ici, on est dans un degré moindre. Oui, mais ça, c'est donc, vous voyez, 2 fois, ici, le dominant de Tn par récurrence, c'est 2n moins 1, 2 puissance n moins 1. Donc, ça me donne bien 2 puissance n. Autrement dit, quel que soit n, supérieur ou égal à 1, eh bien, dominant de Tn, le terme dominant, le coefficient de x puissance n, c'est 2 puissance n moins 1. Ce qui veut dire que Tn de x s'écrit 2 puissance n moins 1, x puissance n, plus etc. D'accord ? Alors, il nous faut voir maintenant deux propriétés importantes par rapport au polynôme de Tchebychev. Alors, il y a un ordre qui va me permettre d'atterrir plus facilement. Donc, ça, on a vu. Les racines. Donc, racines, eh bien oui, on a dit qu'elles étaient fondamentales. Racines de Tn. Alors, il n'y a aucune difficulté, vous allez voir. Racine de Tn, eh bien, on veut donc, on cherche les x appartenant à moins 1 plus 1, tel que Tn de x égale 0. Oui, mais ça, c'est équivalent à chercher les θ appartenant à 0 pi, tel que, on va garder la même écriture, tel que cosinus Tn de c'est Tn, c'est cosinus nθ égale 0. Le cosinus est nul. Le cosinus est nul.
le cosinus est nul, tous les nombres impairs 2 fois pi sur 2. Donc ça me donne θk tel que, alors n fois θk égale, j'ai dit un nombre impair 2 fois pi sur 2. K, a priori, appartient à Z. Oui, mais on a une contrainte qui est θ compris entre θ ou θk compris entre 0 et pi. Donc là, je vais isoler θk. θk, c'est donc égal à quoi? Eh bien, vous voyez qu'on a un pi sur 2n, pi sur 2n qui est fixe, qui ne dépend pas de k. Voilà, pi sur 2n, et puis plus 2 k pi sur 2n, donc plus k pi sur n. Avec k égale, appartient à z pour l'instant, et c'est là qu'on va spécifier le fait que θ, k, comme toutes les valeurs de θ, sont entre 0 et pi. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc je divise par n, j'ai donc un pi sur 2n qui est fixe, et puis j'ai un pi sur 2n fois 2k, pi sur 2n fois 2k, ça fait bien un k pi sur n. D'accord? Je vous donne un peu le dos aujourd'hui, parce qu'il y a un peu de calcul à faire. C'est pas que je ne pense pas à vous, mais je reprendrai mon visage face à la caméra lorsque ça sera particulièrement utile, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais quand même spécifier maintenant ces racines et me rendre compte qu'on devrait en avoir un certain nombre, vu qu'on a un polynôme de degré n. Rappelez-vous, pour Tn, on vient de l'établir. Alors, pour θ appartenant à 0π, pour θk appartenant maintenant à 0π, eh bien, vous voyez ce qu'on a. On a θ0. Quand k égale 0, θ0 vaut pi sur 2n. D'accord? Puis on a θ1 qui vaut pi sur 2n, pi sur 2n, et donc plus pi sur n. On pourrait faire le calcul. Et puis, si je prends k égale n, je vais avoir un problème. Parce que si je prends k égale n ici, j'ai un pi plus pi sur 2n. Donc je sors de 0 pi. Je serai supérieur à pi. Donc je vais aller avec k, pardon, jusqu'à n-1. Θ n-1, ben c'est pi sur 2n. Pi sur 2n plus, je viens de le dire, n-1 pi sur n. Alors n-1 pi sur n, n-1 pi sur n, ça fait pi moins 1, donc moins pi sur n. D'accord? Donc ça me donne, pour θn, ça me donne pi sur 2n moins pi sur n, ça me donne pi moins pi sur 2n. Donc c'est bien inférieur à pi, cette histoire. C'est juste pour vérifier que θn-1 était bien dans 0π, sachant que θn ne l'est pas. θn ne l'est pas, parce que vous voyez bien, c'est k égale n, n sur n, ça fait pi, plus quelque chose de positif strict, donc ça sort de l'intervalle 0π. Alors θn-1, j'ai fait un peu de calcul mental, on peut tout de suite se tromper, donc on revérifie, contrôle, check, pi sur 2n plus n-1, pi sur n, n-1, n sur n, ça fait pi, et puis moins 1. Donc, moins pi sur n. Voilà, mais là, j'ai pi qui est là, et là, pi sur 2n moins pi sur n, ça me donne bien moins pi sur 2n. Donc, j'ai bien quelque chose qui est strictement inférieur à pi. Ce qui veut dire qu'on a ici n racine θk appartenant à 0π. Oui, mais, or, x égale cosinus θ. D'accord? Ce qui veut dire que xk vaut cosinus θk, pardon. Cosinus θk. Et sur 0π, le cosinus est décroissant. Et cosinus x, cosinus θ, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, est décroissant sur 0π. Ce qui veut dire qu'on va avoir, sur 0π, on va avoir moins
pour x. Donc x est compris entre moins 1 et 1. Donc la plus petite valeur, c'est-à-dire xn-1, c'est la dernière. Hein. On va avoir xn-1, puisque c'est décroissant, donc c'est à l'envers, inférieur, etc., inférieur à x0, et x0, c'est pour θ égale 0, hein, donc c'est strictement inférieur, ça, le cosinus de ça, c'est strictement inférieur à 1. Ce qui veut dire, c'était juste pour réorganiser, si les θ sont croissants, les x sont décroissants par rapport au θk trouvé, vu que la fonction cosinus est tout simplement décroissante, vous l'aviez compris. Donc ça veut dire que Tn de x, spécifions que ça dépend bien de x, admet eh bien n racines distinctes, puisque ça c'est la monotonie stricte, distincte, la monotonie stricte qui transmet de manière fidèle, j'ai presque envie de dire, ou intégrale, la distinction des θk 2 à 2, eh bien les xk sont distincts 2 à 2. Donc admet n racines distinctes sur moins 1 plus 1. Ah! Allez, teasing, semi-teasing. Semi-teasing. Je vous avais dit que je me retournerais pour vous parler après avoir écrit. Maintenant, je me retourne. Ce qui veut dire, attention, regardez bien. Tn de x. Et le terme de plus haut degré de Tn de x est 2 puissance n moins 1. Ouais. Et on a n racines pour un polynôme de degré égal à n. Donc c'est le pi pour x moins xk, peu importe, xi ou xk, pour k allant donc de quoi? De 0 à n-1. Ça commence à cogner un petit peu. Pourquoi ça commence à cogner un petit peu? Bien parce que vu qu'on a n racines, x0, x1, x2, xn-1, ce produit-là, c'est de la forme du polynôme pi de x, ah oui, pour des xi particuliers. Ah bah oui, les racines du polynôme de Chebyshev. Et alors? Bah alors rien, je vous dis juste que si on avait juste moins de racines, on aurait ici un produit avec des racines doubles, on aurait, j'en sais rien, pas du tout. On a exactement n racines, ce qui veut dire cela. Alors, il y a aussi, autre remarque, par rapport à pi de x, il y a aussi ce petit coefficient ici qui comment dirais-je, dérange un peu. Alors, on va mettre ça au point tout de suite. Hein. Après la propriété suivante, qui est encore une propriété énormément importante et très simple. Eh bien oui. En fait, il nous reste deux propriétés pour atterrir complètement, sortir les volets et se rendre compte, j'en ai même un frisson dans le dos. Ah oui, vous allez me dire, avec les mathématiques, on peut avoir un frisson dans le dos. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est bien aussi, lorsqu'on regarde un beau tableau, vous allez me dire, ça c'est un tableau. Bah oui, c'est une forme de tableau. Chacun ses tableaux. Évidemment, on peut voir ça comme des formules toutes sèches, mais non, c'est pas le cas. À vous de faire le travail ou d'être sensible un peu plus que selon l'aspect bien connu de ces formules casse-tête ou pas. Voilà. Alors, après avoir vu les racines, eh bien, on va voir maintenant les extrémas de Tn. Extréma, un extrémum des extrémas de Tn. Pourquoi? Bah, écoutez, Tn de x, belote, rebobolote, c'est Tn x, rappelez-vous, c'est cos θ, c'est cosinus n θ. Donc, on obtient évidemment que Tn de x est inférieur ou égal à 1 en valeur absolue. Bon, on cherche maintenant donc les x appartenant à moins 1 plus 1, tel que valeur absolue de Tn de x, c'est-à-dire valeur absolue de cosinus n θ
égale 1. C'est un peu ça l'idée. Cosinus nθ. Ben écoutez, ça veut bien dire que nθ, c'est de la forme, rappelez-vous, donc c'est 1 ou moins 1. Ça veut dire que cosinus nθ vaut 1 ou moins 1. Donc c'est nθ qui vaut ni plus ni moins kpi. De nouveau, k appartenant à z a priori. Je répète pourquoi. Parce que kpi, pour cosinus kpi, ben c'est moins 1 puissance k d'ailleurs. Hein? Rappel, on va en avoir besoin tout de suite. Cosinus kpi, hein, c'est moins 1 puissance k. Donc c'est 1 ou moins 1. Ben c'est bien ça dont on a besoin ici. Très bien. Donc ça veut dire que θ'k, pour ne pas les confondre avec les autres, θ'k, c'est ni plus ni moins que kpi sur n. Et alors, k appartenant à z. Et maintenant, je rajoute, θ'k appartient à 0 pi. Ça n'a rien changé depuis tout à l'heure. Rien n'a changé depuis tout à l'heure. Donc, j'ai θ'0, rebolote, qui vaut 0. D'accord? Donc, le premier angle est nul. Attention de ne pas vous mélanger les pinceaux. Hein. Là, le premier angle, c'était pi sur n. Bah, k égale 0. Hein. K égale 0. Et puis, vous voyez que quand k égale n, j'ai θ'n qui vaut pi. Donc, ça veut dire que j'ai n plus 1 extréma de Tn sur moins 1 plus 1, on va les écrire, parce que dans ce cas-là, on a donc à savoir, hein, je suis passé tout de suite de θ à x, donc là je vais l'écrire en x, donc on a x'k qui vaut cosinus de θ'k, c'est-à-dire cosinus de kpi sur n pour k allant de 0 jusqu'à n. Voilà. Alors maintenant, avant-dernier résultat, avant de sortir le train d'atterrissage, qui va capitaliser tout ce que nous venons d'obtenir sur les polynômes de Tchebychev. Eh bien, on va l'appeler lemme, si vous voulez. Qu'est-ce que ce polynôme de Tchebychev? Qu'est-ce que ce polynôme de Tchebychev permet d'obtenir? Alors, je suis en train d'effacer. Le polynôme de Tchebychev Tn est un polynôme de degré n, puisqu'on a ici n racines, rappelez-vous. Et ce coefficient est le coefficient du terme du plus haut degré, du, ici, x, puisqu'on a n facteurs, hein, ça va de 0 à n-1, donc on a n facteurs de la forme x moins xk, donc on a bien un x puissance n fois 2 puissance n moins 1. Rappelez-vous de cela. Eh bien, ce 2 puissance n moins 1, on ne l'a pas dans l'estimation d'erreur que j'ai rappelé au début de notre séance d'aujourd'hui. D'accord? Donc on va introduire ce que l'on appelle le polynôme de Tchebychev normalisé. On pose Tn, on va l'appeler étoile, de x égale Tn de x sur 2 puissance n moins 1. Ça veut dire qu'il s'écrit x puissance n plus etc. Ah bah oui, j'ai divisé par 2 puissance n moins 1, d'accord. Alors, on a le résultat suivant. Lemme soit P un polynôme, alors qui va être comparé à ce polynôme Tn étoile. Donc c'est un polynôme qui sera avec un coefficient de son monôme de plus haut degré égal à 1. Donc c'est ce qu'on appelle un polynôme unitaire.
de degré égale à n. Alors, eh bien, la norme infinie de Tn est inférieure ou égale à la norme de ce polynôme P unitaire de degré égal à n. Ce qui veut dire, pour que ça soit clair, c'est-à-dire IE, ça veut dire en latin idest, c'est-à-dire, bon, c'est le sup pour x compris entre moins 1 et 1 de valeur absolue de t étoile n de x qui est inférieur, je vais l'écrire ici, vous allez comprendre pourquoi, au sup de valeur absolue de p de x pour x compris entre moins 1 et plus 1. Le sup de Tn étoile de x, attention, Tn de x a une valeur maximale de 1. On l'a vu tout à l'heure, il existe différentes valeurs telles que le sup de Tn de x soit égal à 1. Donc le sup de Tn de x, ça c'est 1 sur 2n de puissance n-1. Autrement dit, on obtient que quel que soit p unitaire de degré n, on a 1 sur 2 puissance n-1, je le réécris comme ça, inférieur à norme de p infini. Inférieur à norme de p infini. Donc la preuve, on va supposer qu'on a un polynôme P tel que on suppose qu'il existe P unitaire, donc dont le coefficient du monôme de son plus haut degré xn est égal à 1, donc de degré n, tel que, eh bien tel que, on est la négation de cela, c'est-à-dire tel que le sup de valeur absolue de p de x pour x compris entre moins 1 et plus 1 soit strictement inférieur à 1 sur 2 puissance n moins 1. Et je vous rappelle, on avait trouvé pour les extrémas de Tn, les quantités x'k, alors qui valaient, les x'k, ça valait cosinus capi sur n. C'était juste le tableau d'avant. Et ce sont des extrémas, c'est-à-dire la valeur absolue de Tn de x avec Tn en x'k, eh bien ça vaut 1 ou moins 1, c'est finalement Tn c'était Tn, enfin on peut l'écrire tout de suite, c'est moins 1 puissance k, je vous l'avais fait le raisonnement, c'est Tn donc de x'k, c'est-à-dire cosinus θ', Tn de cosinus θ', c'est-à-dire cosinus de nθ. Un Tn de x'k, rappelez-vous, c'était cosinus de nθ, le θ qui est là, donc c'est cosinus, bon, donc là ça donne, vu qu'on a l'angle juste au-dessus, c'est cosinus n fois capi sur n, c'est cosinus capi, c'est ce que je vous disais il y a un instant, c'est moins 1 puissance k. Autrement dit, t étoile n de x'k, c'est moins 1 puissance k sur 2 puissance n moins 1. Ça, c'est juste chemin faisant qu'il fallait l'observer.
Alors maintenant, si je suppose que j'ai ça, donc évidemment, cette quantité-là est supérieure ou égale à valeur absolue de P de x. Ce qui veut dire, en fait, que j'ai un P de x qui est compris entre 1 sur 2 puissance n moins 1 et moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Donc si on considère maintenant en x'0, que se passe-t-il? Eh bien vous voyez que Tn étoile en x'0, c'est ni plus ni moins 1 sur 2 puissance n moins 1, et compte tenu de l'hypothèse qu'on le suppose pour faire une démonstration par l'absurde, eh bien ça, c'est donc forcément supérieur à P de x'0, n'importe quel polynôme P unitaire de degré inférieur ou égal à n. Donc, par l'hypothèse que l'on a supposée, encore une fois par l'absurde, on a cette hiérarchie entre Tn étoile en x'0 et P au même point. Alors, en x'1 maintenant, vous voyez ce qui va se passer. On va avoir Tn étoile en x'1 qui va être égal, évidemment, ça change de signe, moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Et donc, là, P sera, au ce point, supérieur. P sera supérieur à moins 1 sur 2 puissance n moins 1, etc. Hein, je vais écrire quand même la même chose, si vous voulez, ici. Hein. On a donc T, je regarde le coup d'après, T n étoile en x'2. Eh bien, c'est donc égal, évidemment, à changement de signe 1 sur 2 puissance n moins 1. Et comme en x'0, c'est supérieur, on dit plutôt, je dirais que P en x'2 doit rester inférieur. Autrement dit, sur l'intervalle x'0, x'1, en x'0, la différence Tn étoile moins P est positive, mais en x'1, Tn étoile moins P est donc négative. Donc, le polynôme Tn étoile moins P s'annule, j'ai envie de dire au moins une fois, sur, alors on a fait là sur l'intervalle, par exemple, x'0, x'1. Et puis s'annule au moins une fois sur x'1, x'2, puisque cette fois-ci, Tn étoile moins P est négatif, alors que là, Tn étoile moins P en x'2 est positif. Donc vous avez compris donc, que sur tous les intervalles de la forme x'(k), x'(k plus 1, alors il y a combien de, pour k allant de 0, là on allait jusqu'à n, donc comme j'ai mis xk plus 1, il faut aller jusqu'à n moins 1, eh bien, Tn étoile moins P s'annule au moins une fois sur chacun de ces intervalles, et vu qu'il y en a n, donc s'annule n fois. Juste un petit dessin si vous voulez voir les choses là pour être sûr de la comptabilité, mais enfin il n'y a pas de souci. On a un x'0 ici, on a un x'1 là, et on a dit qu'on avait un x'(n) là, hein, les maxima de Tn, donc de Tn étoile. Et donc vous avez n plus 1 point, donc vous avez n intervalles. Et sur chacun de ces intervalles de la forme xk plus 1, le polynôme Tn étoile moins P s'annule au moins une fois. Donc s'annule au moins n fois sur tous les n intervalles, j'ai presque envie de dire. Et ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a au moins n racines pour le polynôme Tn étoile moins P. Or, Tn étoile moins P est un polynôme de degré n-1. De degré, de point, degré de Tn étoile moins P, c'est n-1. Pourquoi? Parce que les deux polynômes Tn étoile comme P sont des polynômes de degré n, mais unitaires. Donc les
les termes en x puissance n dont les deux polynômes valent 1, et donc par différence, il n'y a plus de termes en x puissance n, donc j'ai écrit égal à n-1 ou inférieur ou égal à n-1, ce qui pose un problème pour un polynôme qui s'annule n fois. Donc il y a n racines, ça veut dire donc que la seule possibilité, c'est que Tn étoile moins P égale à 0. C'est le seul polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, si vous voulez, marquons inférieur ou égal à n-1, qui en même temps possède au moins n racines, au moins. Donc ça veut dire, et vous voyez donc la chute, que Tn étoile égale P, ce qui contredit l'hypothèse de départ, ce qui contredit qu'on avait dit que norme de P infini était strictement inférieure à norme de Tn étoile pour hypothèse de départ, comme hypothèse de départ pour l'hypothèse de la démonstration par l'absurde. Hein, puisque là, l'inégalité est stricte alors qu'on vient d'obtenir que Tn étoile égale P. Bilan, je le réécris, plutôt que de le dire, bilan 1 sur 2 puissance n moins 1 est inférieur ou égal au sup de valeur absolue de P de x pour x entre moins 1 et plus 1 et P unitaire de degré n. Je le rappelle ici. Alors, première remarque. Ça, c'est la norme de Tn étoile infini. On peut montrer que Tn étoile est unique. C'est-à-dire, il n'existe pas d'autres polynômes de degré inférieur ou égal à n unitaires qui vérifient cette inégalité, qui minimise en quelque sorte la norme infinie de tous les polynômes de degré unitaire, de tous les polynômes unitaires de degré inférieur ou égal à n. Remarque maintenant, remarque pour atterrir avec notre erreur d'interpolation. On avait f de x moins, alors c'est pas le même polynôme, là c'est le polynôme d'interpolation, donc un grand P, qui est inférieur ou égal, rappelez-vous, à quoi mn plus 1 sur factoriel n plus 1, et puis ici on avait valeur absolue de pi de x, d'accord? Donc en fait, valeur inférieure au sup pour x compris entre a et b, de valeur absolue de pi de x. Oui, mais or, le sup pour x compris entre a et b de pi de x. Donc maintenant, il faut que je passe de l'intervalle AB à l'intervalle moins 1 plus 1 sur lequel j'ai une information. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal donc au sup pour x compris entre a et b de x moins x0, x moins xn. D'accord? Et, comment dirais-je, vous voyez que cette structure-là est un polynôme. Donc là, on a n plus 1 terme de la forme x moins xi. Donc on a un polynôme pas de degré égal à n, mais de degré égal à n plus 1. X fois x, n plus une fois. Et il est unitaire, puisque c'est avec un polynôme donc, dont le coefficient est égal à 1. Le terme en x, n plus 1 est égal à 1. Unitaire, d'accord. Donc, ce que je vais dire maintenant, c'est que je veux passer de cette quantité-là à l'intervalle AB. Alors, comment on fait ça? Alors, si je suis avec t entre moins 1 et plus 1, t entre moins 1 et plus 1, je veux passer à l'intervalle AB où c'est x qui est dans AB. N'est-ce pas? On peut l'écrire dans ce sens-là ou dans l'autre, c'est exactement pareil. Alors, comment je vais faire ça? Je vais écrire que c'est de la forme grand A t plus B. Je vais écrire une combinaison linéaire de la variable. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien.
Et je vais dire la chose suivante. Donc, je vais faire le petit calcul ici. Hein, je veux dire que quand t égale moins 1, eh bien, je veux que x vale petit a. Donc, j'ai a qui vaudrait t égale moins 1, moins grand A plus grand B. Et puis, je veux que quand t égale plus 1, je veux que x soit en petit b. Donc, ça me fait grand A plus grand B. Et donc, vous voyez comment on détermine grand A et grand B, tout simplement en résolvant ce système de deux équations de deux inconnus. Vous faites la somme, vous allez avoir B, la somme A moins A poubelle, donc vous allez avoir 2B égale A plus B, donc B égale A plus B sur 2. Vous faites la différence, c'est la première moins la deuxième, B moins B poubelle, vous avez la deuxième moins la première, c'est même mieux. Donc vous allez avoir 2A, donc grand A, égale A moins A, c'est-à-dire 2 grand A, égale B moins A, donc sur 2, puisque j'ai 2 grand A. Autrement dit, le changement de variable qui me fait passer de l'intervalle moins 1 plus 1 à l'intervalle AB, vous voyez comment on trouve ça très facilement, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc il n'y a pas d'état d'âme, c'est X égale grand A, c'est-à-dire B moins A sur 2 T, plus grand B, A plus B sur 2. Voilà. Donc ça, c'est important. On va le voir tout de suite. Alors, eh ben, donc, ça, c'est le sup pour... Je vais changer la variable là-dedans. Je vais dire pour t compris entre moins 1 et plus 1. De quoi? Eh bien, écrivons, hein, tout simplement. Écrivons. Alors, x, le voilà. Donc, je vais avoir... Alors, je vais écrire le premier terme et vous allez comprendre que les autres ont la même structure. Donc, à la place de x, j'écris b moins a sur 2 t. Et puis, il y a un moins x0 et puis plus a plus b sur 2, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire moins x0 moins a plus b sur 2. Si vous voulez, voilà, pour donner une structure qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est b moins a sur 2 t, et puis plus a plus b sur 2, moins x0. Donc je l'ai regroupé pour écrire la variable moins une quantité. Vous voyez où je veux en venir. Et donc là, de proche en proche, j'ai exactement la même structure. Donc c'est b moins a sur 2 t, moins, eh bien, xn, moins a plus b sur 2. Voilà, entre parenthèses. Alors, attention, dans le résultat que j'ai rappelé ici, on a pi de x qui est le produit des x moins xi et surtout, par rapport au résultat du lemme précédent, ici, on a un polynôme unitaire, donc de degré inférieur ou égal à n, de degré égal à n, pardon, donc il s'écrit sur moins 1 plus 1, x moins x0, x moins xn moins 1, puisque degré n, faire attention. Donc là, si je veux être, alors là le x ici s'appelle t, puisque c'est lui qui était sur moins 1 plus 1. Ici, j'aurais peut-être dû rappeler le résultat avec t. Enfin bon, vous avez compris quoi. Le x ici, il est entre moins 1 plus 1, et là, je viens de faire le changement de variable, il s'appelle t, entre moins 1 plus 1. Donc ça, je vais avoir besoin, pour isoler la variable, là, ce n'est pas un polynôme unitaire, là. Ce n'est pas un polynôme unitaire, puisque vous voyez que vous avez t fois t fois t fois b moins a sur 2, puissance, eh bien, il y a combien de termes? Il y en a n plus 1. Donc en fait, je vais factoriser dans tous ces produits, je vais avoir b moins a sur 2 à la puissance, donc je viens de le dire, n plus 1. Évidemment, ça sort du sup, et il me reste sup pour t compris entre moins 1 et plus 1. De quoi? Eh bien, de valeur absolue de t moins, je vais l'appeler t0, si vous voulez, etc. t moins tn, voilà, avec un ti, d'une manière générale, qui s'écrit comment? Eh bien, qui s'écrit ni plus ni moins. Alors, je divise
j'ai donc factorisé brutalement pour faire apparaître t moins quelque chose. Donc avec un ti qui s'écrit comment? Eh bien qui s'écrit 2 sur b moins a, puisque pour compenser la division. Et puis, attention, moins xn, pardon, 2 sur b moins a xi, et puis moins, eh bien 2 sur 2 a plus b sur b moins a. Voilà. Alors là, on y est. Pour l'instant, j'ai juste écrit le polynôme pi de x qui était sur AB dans l'estimation d'erreur que j'ai rappelé ici du début de la séance. On y est, on sort les trains, là on est à 5 mètres du sol, on atterrit tout de suite. On pose les 800 tonnes. Attention, c'est-à-dire c'est un 747 plein, hein, 800 tonnes. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas choisi les x0, x1, xn. Je l'ai fait passer ce sup sur AB à un sup sur moins 1 plus 1. Et donc, vous voyez que si maintenant je dis, si les TI, donc le polynôme ici qui se trouve t moins t0, t moins tn est un polynôme de degré, attention, de degré égal à n plus 1, eh bien, si je choisis les TI comme les racines des polynômes de Tchebychev Tn plus 1, j'ai cette inégalité-là avec 1 sur 2 puissance n. Ça, c'est avec un polynôme de degré n. Well. Donc, on obtient, donc, si, d'après le lemme précédent, TI, c'est les racines des polynômes de Tchebychev de degré n. Alors les racines, c'était, je vous rappelle, c'était une des parties de notre exploration touristique. Je ne me souviens pas, c'est un peu, voilà, c'est ça. C'était quelque chose, c'est donc cosinus pi sur 2n, on l'a fait tout à l'heure, hein, pi sur 2n, et puis là c'est plus i pi sur n. D'accord ? Et là, c'est pour i allant de 0 à n. Tout à l'heure, c'était à n-1, c'était pour le nombre de degrés n, c'était pour tn. Mais vous voyez bien, là, vous faites attention, on a t moins t0, t moins tn, donc on a un polynôme de degré n plus 1. D'accord. Eh bien, alors qu'est-ce que l'on a? On a que le sup, quand t est compris entre moins 1 et plus 1, de t moins t0, t moins tn, égale 1 sur 2 puissance n, puisqu'on est à un degré de polynôme plus 1, et ça, c'est inférieur ou égal à norme de p infini, quel que soit p unitaire de degré n plus 1. La même chose, mais au cran d'au-dessus. Donc, dans l'écriture qui est ici, le sup de oméga de x pour x compris entre a et b, alors là, je l'écris en ti, mais par le changement de variable qui est là, vous allez l'écrire en xi, évidemment. Eh bien, on obtient la chose suivante. On obtient finalement que valeur quel que soit x appartenant à AB, eh bien, on a f de x moins grand P de x, polynôme d'interpolation de Lagrange, inférieur ou égal à, attention, il y a un B moins A, puissance n plus 1 qui sort. Il y a un 2 puissance n plus 1 qui sort. Avec celui-là, il y a un 2 puissance 2n plus 1 qui sort. Et il me reste mn plus 1 sur factoriel n plus 1. Ça, c'est en ayant choisi les nœuds d'interpolation, les TI qui sont là, j'ai choisi ces TI comme les racines du polynôme de Tchebychev de degré égal à n plus 1, parce que cette quantité-là est plus petite que n'importe quelle
comment dirais-je, n'importe quel oméga de x de degré n plus 1 pour d'autres xi, puisque le résultat du lemme précédent me dit que pour un polynôme unitaire, ce qui est bien le cas de pi de x, c'est bien un polynôme unitaire, dans tous les cas, 1 sur 2 puissance n, qui correspond à la norme infinie de Tn étoile plus 1, eh bien, est toujours plus petite que la plus grande valeur, donc la norme infinie, on va dire, de n'importe quel polynôme unitaire de degré n plus 1. Donc on a bien minimisé dans l'estimation d'erreur la norme infinie de oméga en ayant choisi les xi qui sont les racines du polynôme de Tchebychev de degré n plus 1. Alors avec, hein, quels sont les... Là, on a choisi les TI, et donc on a, si TI est égal à cette quantité-là, alors on peut inverser la relation, et vous allez avoir XI qui s'écrit A plus B sur 2, plus B moins A sur 2. Donc ça, c'est l'inversion de cette relation hein, que je suis en train de dire. Et avec les TI qui sont ceux-là, cosinus, pi sur n, pi sur 2n, plus I, pi sur n. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet de minimiser l'erreur d'interpolation avec les points d'interpolation prises comme les racines des polynômes de Tchebychev. Alors, juste pour vraiment fermer la séance, mais pas méchant, hein, je vous le dis tout de suite, vous avez été véritablement courageux, pour juste bien comprendre un petit peu la puissance du résultat, le fait qu'il est optimal. Rappel, quand on a une fonction dérivable d'ordre n plus 1, on peut écrire sur AB, on peut écrire que, donc si vous voulez, si x appartient à AB, on va écrire que f de x égale f de a, plus etc., plus x moins a puissance n sur factoriel n, f dérivée d'ordre n en a, plus x moins a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, plus factoriel n plus 1, f dérivée d'ordre n plus 1 en un point c qui dépend de x et qui se trouve entre a et x. D'accord? Cx est compris entre a et x. Si j'ai pris... oui, c'est ça. Rien du tout. Donc, si je considère ici ce polynôme, pardon, jusqu'ici, ça, je vais l'appeler polynôme grand P de Lagrange. Parce que ça, c'est la formule qu'on l'appelle Taylor-Lagrange, hein, rappelez-vous. Eh bien, qu'est-ce qu'elle me dit, cette formule? Elle me dit la chose suivante. Elle me dit que si vous remplacez f de x par ce polynôme, l'erreur, la différence, c'est ça. Eh bien, qu'est-ce que l'on a? On obtient, pour terminer, que f de x moins p, alors L de x, inférieur ou égal à quoi? X moins a puissance n plus 1, comme x compris entre 1 et b, c'est inférieur ou égal à b moins a puissance n plus 1, sur factoriel n plus 1. Et ici, vous avez le sup mn plus 1. Donc, regardez la différence entre ce que la formule de Taylor-Lagrange vous donne. Ici, vous avez un b moins a sur factoriel n plus 1, b moins a puissance n plus 1, factoriel n plus 1, mn plus 1. Et le bonus de Tchebychev, il est véritablement là. Ça, c'est le gain apporté. Donc cette quantité-là, évidemment, se trouve entre l'erreur d'interpolation de Lagrange pour les nœuds d'interpolation racine des polynômes de Tchebychev et cette quantité-là, puisqu'on a un 1 sur 2 puissance 2n plus 1. Vous vous rendez compte comment c'est petit, ça, dès qu'un est un petit peu grand, un tout petit peu.
Donc c'est vraiment beaucoup plus optimal comme résultat d'erreur que ce résultat-là. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces histoires d'interpolation, évidemment sur ces polynômes de Tchebychev que vous rencontrerez par ailleurs, ce sont aussi ce qu'on appelle des polynômes orthogonaux. Pour l'instant, je n'en dis pas plus et je vous donne très rapidement rendez-vous pour une nouvelle session d'initiation à l'analyse numérique. Cette fois-ci, le teasing, nous traiterons de l'intégration numérique, c'est-à-dire de l'approximation d'intégrales de Riemann sur un intervalle fermé borné AB pour commencer dans des conditions de pression et de température suffisamment agréables. À très bientôt, bonne journée.